Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, une série de podcasts qui met les organismes de la région en lumière. Je m'appelle Fabienne Ascherman et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Tremblay de l'association Le Pas. Bonjour Nathalie. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans le studio de la Merci. télévision communautaire des Bois-Francs pour expérimenter ce 30 minutes de podcast, cette façon de sortir de la boîte justement. Avant que je t'explique comment on va échanger, puis comment on va jouer, quelles sont les règles du jeu, dis-nous Nathalie, ton organisme, quelle est sa mission ou quelle est sa raison d'être? Bien, en fait, l'association Le Pas existe depuis 1992, quand même. Quand même. Et on offre différents services d'aide aux membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Donc, quand on pense à l'entourage, il faut penser un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on a d'emblée en tête de penser aux parents, hein, le père ou la mère, mais de plus en plus, on rencontre aussi des conjoints et des conjointes qui sont un petit peu plus jeunes, donc qui occupent des emplois. On pense aussi à une situation familiale qui vient impliquer également des enfants et des adolescents qui font partie de l'entourage. Mais l'entourage, c'est aussi le frère, la sœur, c'est aussi le collègue de travail, c'est l'employeur, c'est l'ami. En fait, on sait qu'une personne sur 5 va souffrir d'un trouble de santé mentale au cours de sa vie, mais il y a 3 à 4 personnes sur 5 qui vont se retrouver au cours de leur vie dans le rôle de membre de l'entourage. Ce qui signifie à peu près tout le monde, finalement. Donc, à travers l'organisme, bien, ces gens-là peuvent venir chercher différents services pour venir répondre justement à leurs besoins. Donc, afin de maintenir la relation, je dirais, avec la personne atteinte, puis faire en sorte aussi que ces gens-là puissent aussi maintenir leur propre équilibre à travers ces situations-là qui, ma foi, parfois peuvent être assez rocambolesques. Est-ce qu'on pourrait dire que l'association est dédiée d'une certaine façon aux proches aidants d'une personne qui compose avec un problème de santé mentale? C'est une question qu'on se fait souvent poser. Oui. Je dirais que dans le parcours d'un membre de l'entourage, il y a des moments où la personne peut se retrouver dans le rôle d'un proche aidant. En fait, la grande distinction, c'est davantage dans notre façon de travailler, dans notre approche, je dirais, auprès de la personne qui accompagne. Justement, on travaille plus dans l'accompagnement. On le sait, au niveau de la maladie mentale, c'est pas un statut qui va être permanent. Donc, dépendamment des périodes, la personne peut vivre je dirais, des moments où ça va être difficile de maintenir une certaine autonomie. Le niveau de responsabilisation va être aussi moins élevé. Donc, c'est possible que l'entourage ait justement à prendre en charge, je dirais, différentes tâches qui habituellement ne devraient pas leur revenir. Mais on sait que la santé mentale, c'est aussi des moments où la personne va bien. Donc, on parle de rétablissement hein, au niveau de la santé mentale. Donc, là, quand la personne peut retrouver une certaine autonomie, peut retrouver sa capacité au niveau de sa responsabilité, bien, à ce moment-là, il faut que le membre de l'entourage ait, je dirais, cette capacité d'adaptation pour prendre un recul et redonner à son proche, je dirais, toute la place qui lui revient comme adulte. Donc, là, le rôle de proche aidant se fait un peu moins sentir. Donc, on travaille davantage, nous autres, au niveau de l'accompagnement. Et de façon vraiment sporadique ou de façon périodique, il peut arriver qu'un membre de l'entourage se retrouve dans la position ou à accomplir un rôle de proche aidant. Et on pense spontanément aux adultes, hein, le conjoint ou une sœur, un frère ou les parents, pour des personnes qui ont des parents vivants, évidemment, même si on est adulte ou qu'on a un âge avancé. Mais vous vous occupez aussi des enfants, en fait. Donc, on peut être le fils ou la fille d'âge primaire ou secondaire avec un parent qui compose avec un problème de santé mentale. Bien, tout à fait. Nous, on offre des services à partir de 5 ans. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne atteinte doit être un adulte, donc doit avoir 18 ans et plus, et c'est tout l'entourage qui gravite autour. Donc, pour les 5 à 12 ans, on a vraiment, je dirais, un programme. Nous, on utilise le programme Arbre en cœur, où on fait le lien avec, je dirais, la météo intérieure. Donc, avec les enfants en bas âge, il faut vraiment avoir du contenu qu'ils vont comprendre, être capable de faire des liens dans ce qu'ils connaissent. Donc, tous les enfants connaissent la météo. Tous les enfants sont capables de décrire, mais s'il fait soleil par une belle journée d'été, comment je me sens? Mais si c'est un orage puis qu'il y a des éclairs, comment je me sens aussi? Donc, on va partir de ces émotions-là qui sont vécues, je dirais, à travers la météo pour que l'enfant puisse venir prendre justement conscience qu'il est en train de vivre une émotion, d'être capable de la nommer, mais de ressentir aussi physiquement qu'est-ce qu'il y a comme symptômes qui apparaissent et je dirais de pouvoir faire en sorte que cet enfant-là se tourne vers un adulte qui va venir le valider
qui va venir répondre à ces questions, mais qui va venir donner les bonnes réponses aussi. Et on va aussi rapidement là, regarder avec l'enfant pour mettre en place, on appelle ça de l'automassage, donc des petites techniques rapides pour que l'enfant, tranquillement, vienne prendre le contrôle, je dirais, sur ces émotions-là, puis être capable lui-même de se recentrer et de retrouver un petit peu un bien-être ou un mieux-être. Au niveau de l'adolescence, on utilise un programme qui s'appelle les avatars. Donc, c'est vraiment des bonhommes grandeur nature pour chacun des troubles de santé mentale avec lesquels on travaille. Et c'est très interactif, c'est très dynamique. Donc, l'adolescent va vraiment venir par un système d'autocollant, je dirais. Là, on va venir expliquer chacun des mécanismes, là, chacune des manifestations, je dirais. Mais au niveau de l'adolescence et de l'enfance, c'est beaucoup en individuel qu'on va travailler, qu'on va offrir les services principalement, là. J'ai une question j'ai comme ma curiosité qui est en fébrilité par rapport aux enfants jeunes. Vous devez passer par un adulte pour avoir accès à l'enfant. C'est pas l'enfant de 5 ans, évidemment, qui se présente à vos bureaux. De quelle façon vous abordez les enfants d'âge primaire et puis les adolescents d'âge secondaire? Quelle est votre porte d'entrée pour pouvoir les approcher? Effectivement, là, pour les enfants de 5 à 12 ans, la majorité du temps, c'est un parent qui vient chercher des services chez nous. Puis, finalement, ils apprennent qu'on offre des services vraiment dédiés, spécialisés à cette catégorie d'âge-là. Il y a une intervenante qui s'occupe qu'elle s'occupe de l'adulte et elle a aussi l'expertise au niveau des enfants de 5 à 12 ans. Donc, c'est vraiment... Ou ça peut être aussi un intervenant, par exemple, au niveau de la DPJ, qui va exiger, par exemple, dans une situation familiale précaire, qu'un enfant ait quelques rencontres au niveau de l'association. Pour ce qui est de l'adolescence, c'est vraiment au niveau de la sensibilisation dans les milieux. Je dirais que c'est un des enjeux qui est vraiment important parce que on a de la difficulté à rejoindre les adolescents, puis j'irais même jusqu'à dire les 12-25 ans. Là. C'est vraiment un enjeu qui est important dans l'approche parce c'est difficile d'être en contact avec eux. Donc là encore, il y a une autre intervenante qui fait de l'adulte et le 12-29 ans. Donc, elle va vraiment aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu. Donc, il y a eu une tournée, par exemple, de maisons de jeunes. Il y a quelques établissements scolaires, en fait, qui acceptent que l'intervenante puisse aller donner des ateliers. C'est un de nos souhaits, d'ailleurs, au niveau pas de la commission scolaire, mais au niveau du centre de service, au centre scolaire. Service, oui. Centre de service scolaire. Oui. Mais oui, j'ai les cheveux gris, je suis encore dans les anciennes appellations. Ça serait un de nos souhaits, là, qu'on puisse avoir une entente pour qu'annuellement, qu'ils puissent avoir pour les secondaires 3, 4, 5, là, quelqu'un qui aille justement... je dirais, venir briser les préjugés, parler de la santé mentale, mais je dirais, au-delà de ça, c'est assez impressionnant de savoir le nombre de jeunes qui se retrouvent dans une famille où un des parents a un problème de santé mentale, donc ils se retrouvent à titre de membre de l'entourage, et ils n'en parlent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'études non plus à ce niveau-là. Les recherches, c'est un début. On est dans les premiers balbutiements, donc on travaille davantage en prévention. Donc, peut-être que ça peut faire en sorte qu'à l'adulte, peut-être d'éviter des situations qui deviennent malheureuses. Oui. Merci beaucoup de cette présentation. Je me rends compte que vous avez vraiment un éventail parce que c'est multi-âge, votre clientèle de 5 ans à 99 ans, finalement. Donc, il faut s'adapter aussi à la réalité de chacun. Alors, on va se lancer dans le jeu directement, oui. Nathalie. Tu as ici un dé qui a évidemment ses facettes et sur chaque facette se trouve un thème comme curiosité, impact, défi, souvenir. Et puis, il y a aussi une facette où c'est toi qui choisiras le thème qui te convient. Donc, l'idée, c'est que tu jettes le dé et puis, selon ce qui va apparaître, eh bien, dans la boîte, tu choisiras une carte de la couleur correspondante. Parfait. Je vais te lire la question. Tu as un temps de réflexion si tu as besoin. Et Merci. puis, l'idée, c'est de vraiment pouvoir t'entendre et échanger sur la question qui t'est posée à ce moment-là. Parfait. Alors, c'est parti. Tu peux lancer. Ah oui, tu peux y aller. Lancer le dé. Curiosité. Donc, c'est une carte jaune pour toi, pour commencer. Je peux piger n'importe où. Tu peux piger où tu veux. Au milieu. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, voici la question pour toi, la question de curiosité. Est-ce qu'il y a un aspect de ton travail dont peu de gens connaissent l'existence?
Y a-t-il un aspect de ton travail dont peu de gens connaissent l'existence, ou un fait, ou des situations qu'on n'imagine pas nécessairement en ne travaillant pas chez vous? Bien, un fait en particulier, rapidement comme ça, j'en vois pas. On vient d'aborder quand même les services auprès des enfants et des jeunes. Il y a quand même plusieurs personnes qui ne savent pas qu'on offre des services aux mineurs, je vais dire ça comme ça. Un autre aspect, peut-être un service que les gens connaissent pas, l'accompagnement à la cour, c'est quand même relativement récent. Ça fait 2 ans, si je me trompe pas. Mais l'accompagnement à la cour, c'est beaucoup plus large que d'accompagner la personne au tribunal. Donc, dans le service d'accompagnement à la cour, justement, en fait, ça fait en sorte qu'il y a une intervenante qui est vraiment dédiée, je dirais, à ce service-là. Donc, accompagner quelqu'un à ce niveau-là, c'est vraiment d'abord de l'informer, au niveau de la loi en santé mentale. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne les gardes en établissement? C'est quoi une ordonnance de traitement? C'est quoi la différence avec les gardes? Donc, on va regarder aussi avec cette personne-là, est-ce que c'est la meilleure alternative à ce moment-là de compléter une demande pour aller devant la cour et aller chercher une requête d'évaluation psychiatrique, par exemple. Donc, on va venir expliquer qu'est-ce que c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, je dirais aussi les enjeux qui peuvent être liés au niveau du maintien de la relation et on va, la plupart du temps, regarder à d'autres alternatives. Parce que souvent, il existe d'autres alternatives, mais ça peut aller jusqu'à expliquer le formulaire et éventuellement accompagner les gens là, à la cour. Donne-nous un exemple concret. J'essaie de m'imaginer dans quelle situation, parce que je me questionne pourquoi une personne demanderait à aller en cours. Donc, c'est une personne qui est membre de l'entourage, c'est ce que je comprends, parce qu'on ne parle pas de la personne qui compose avec la maladie mentale. On parle toujours d'un membre ou des membres de l'entourage, de la personne qui compose avec la maladie, avec un problème de santé mentale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne serait rendue à cette étape-là? Donne-nous un exemple concret, évidemment, on ne veut pas de nom, mais une situation qui fait en sorte que quelqu'un arrive chez vous en disant « ben moi, je suis rendu à vouloir aller en cours ». Et pourquoi elle le ferait? Quelle serait son intention? Bien, en fait, l'intention de départ, c'est toujours que leurs proches, parce que les gens aiment leurs proches, ils veulent ce qu'il y a le mieux pour la personne atteinte. Je dirais que 100% des situations, l'intention, c'est que la personne puisse recevoir des soins. Alors, déjà là, on va venir démystifier qu'une garde en établissement ou une garde préventive ou provisoire ne va pas venir automatiquement faire en sorte que la personne va recevoir des soins. Donc, déjà là, quand on vient expliquer la différence, il y a au-dessus de 95% des gens qui vont dire « OK, mais c'est peut-être pas ça finalement qu'on a besoin. » Mais oui, il y a un pourcentage qui veulent aller vers ça. Donc, quand on est un membre de l'entourage, on a l'impression souvent que notre situation est épouvantable. Mais quand on regarde des situations qui sont vraiment très, très rocambolesques, c'est pas si mal que ça. Fait que nous, on va travailler davantage à ce que la personne comprenne qu'au niveau des manifestations de son proche, est-ce que ce sont des manifestations qui sont dérangeantes ou si ce sont des manifestations qui sont dangereuses? Il y a vraiment tout un monde. Tu sais, moi, par exemple, si je suis la conjointe, ça fait des mois que je vois mon conjoint qui a de la difficulté à faire ses journées. Quand il arrive de travailler, il est plus fonctionnel, s'occupe plus des enfants. J'ai plus d'aide au niveau des commissions ou des courses ou aller reconduire les enfants à l'école. Puis ça fait des mois que je traîne ça. Je le vois de moins en moins capable au niveau de son jugement, au niveau de la collaboration. Il peut même y avoir peut-être des idéations au niveau suicidaire. Fait que c'est tous des éléments. On parlerait là, par exemple, d'une dépression nerveuse. Une personne qui est en dépression. Ça pourrait être un trouble bipolaire, ça pourrait être un trouble anxieux qui persiste depuis longtemps, puis que la personne, finalement, se retrouve dans un épisode plus dépressif. Ça peut être quelqu'un aussi qui vit avec des symptômes de schizophrénie, puis à un moment donné, se retrouve au fil du temps avec un épisode dépressif. Donc, il y a toute la question. Et effectivement, quand les gens viennent nous voir, on va faire l'évaluation. Est-ce qu'on parle de dangerosité ou de dérangerosité? Et la plupart du temps, c'est de la dérangerosité. Fait que non, c'est pas plaisant de voir son proche se promener, je sais pas moi, avec un habit d'hiver au mois de juillet, mais c'est pas dangereux, mais c'est drôlement dérangeant.
Fait qu'on va venir faire cette évaluation-là et à partir du moment où on constate qu'il y a une dangerosité pour la personne elle-même ou pour les autres, à ce moment-là, on va suggérer à la personne de faire la démarche là, au complet jusqu'au tribunal. Mais il y a tellement de situations qui peuvent mener vers l'utilisation de ce service. Oui, je comprends. Je comprends effectivement que l'idée, si une personne, un membre de l'entourage, souhaite faire cette démarche auprès d'un tribunal, c'est qu'il souhaite que la personne dont il prend soin ou le proche, cette personne aimerait qu'elle ait des soins et puis qu'elle soit réparée en quelque sorte. Mais chacun est libre ou non d'accepter des soins parce que ce sont des personnes qui ne sont pas sous tutelle ou c'est leur libre jugement, même s'il peut être altéré par la maladie. Oui, tout à fait. Donc c'est l'entourage qui va souffrir aussi beaucoup peut-être d'un manque de jugement ou d'une incapacité à comprendre ce qui se passe, qui serait lié directement avec la maladie mentale. Bien, tout à fait. Je le mentionnais tantôt, quand la maladie mentale arrive, c'est vraiment tout l'entourage là, qui va être touché. Oui. Tantôt, je parlais de la conjointe, par exemple, d'une conjointe qui se retrouve à prendre en charge toutes les responsabilités parentales. Ça peut durer quelques semaines, mais ça peut durer quelques mois, voire des années aussi, mais c'est aussi le collègue de travail, là. Hein? Quand j'ai mon collègue avec qui je travaille régulièrement, qui quitte pour peut-être quelques mois, quelques années, ça se peut que mon employeur me donne davantage de tâches. Ça se peut que ça crée un épuisement. Ça se peut que ça crée des frustrations, mais cette personne-là va revenir. Donc, dans quel état, moi, je vais être quand cette personne-là va revenir? Fait qu'il y a tellement de situations, ça génère tellement d'émotions et on est à peu près tous bousculés à différents niveaux, naturellement. Ça dépend aussi de la relation qu'on a avec la personne qui est atteinte au bout du compte. C'est ça. Puis vivre sous le même toit, plutôt que d'être à l'extérieur, l'enjeu au quotidien n'est pas le même non plus, même si émotionnellement, on peut être autant affecté. Tout à fait. Ouais. Un parent qui voit son enfant qui habite à 1 heure de route dans un campement de bois, par exemple, pas d'électricité, pas d'eau courante. Souvent, il n'y a pas de zone pour avoir des appels cellulaires ou ces choses-là. Donc, quand ça fait quelques semaines qu'ils n'ont pas de nouvelles, ne savent pas s'ils se nourrissent, s'ils sont encore en vie, je dirais que ça fait des nuits courtes, des troubles digestifs, de l'anxiété qui augmente. Beaucoup de stress, Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Allons-y pour un deuxième coup de dé, Nathalie. Voyons voir ce qui va sortir de la boîte. Oh! Elle est à cheval, mais j'ai envie de te dire que tu peux choisir ta couleur. Oui? Oui. Alors, tu as le choix entre les cartes défis, les cartes souvenirs, les cartes curiosité, c'est celle que tu as tirée, les cartes impact et les cartes rêve. Est-ce qu'il y en a une qui t'inspire? Mon Dieu Seigneur, je vais retourner le dé. Je vais laisser la chance au hasard. Alors voilà, rêve. Le dé a choisi pour toi une carte verte. C'est donc le thème du rêve. Oui. Voilà. Alors voici la question pour toi. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton travail et qui te motive à rêver plus grand pour l'organisme? Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton travail et te motive à rêver plus grand pour ton organisme? Bien, en fait, ce qui m'inspire, c'est les belles histoires, mais c'est aussi les défis qui finissent pas nécessairement toujours comme on le souhaiterait. Je pense que c'est les deux pôles, c'est-à-dire le défi de se remettre en question, le défi de se garder à jour, le défi d'être à l'écoute de la population, des membres de l'entourage et, je dirais, d'instaurer puis de mettre sur pied des services qui vont venir répondre à ces besoins-là. Pour moi, je dis souvent que je carbure au défi, mais c'est un peu ça aussi. Puis j'ai une équipe vraiment dynamique. Donc, je pense que c'est vraiment un moteur, je dirais, là, ce défi-là d'être à l'écoute et en fait, c'est de se renouveler constamment parce que les besoins évoluent, les besoins changent. Donc, ce qui était je dirais bien, il y a 10-15 ans, il faut se mettre à jour. Il faut voir les nouvelles pratiques. C'est la réponse aux besoins qui peut changer la forme ou la façon qu'on va y répondre, en fait. Ce qui fait qu'il y a des outils ou des façons de faire qui sont désuets avec le temps. Oui. Ouais. Mais c'est aussi, je ne le mentirais pas, là, de voir l'évolution des gens qui viennent chercher des services chez nous. Hein. On ne fait pas de la psychothérapie chez nous. Donc, les gens viennent et repartent, et reviennent et repartent. Et nous, on voit tout le parcours. Parce que le membre de l'entourage a aussi son propre établissement à vivre à travers ces situations-là. Donc, je dirais que c'est magique. Pour vrai, là, c'est magique. Puis quand on peut faire en plus des rencontres de type familial où tout, tu sais, le père, la mère et les enfants sont impliqués,
ma foi, tout le monde aurait une chair de poule juste à voir les effets que ça peut avoir sur chacun des individus, de donner un espace vraiment où tout le monde peut... Un espace pour la maladie mentale, au milieu de la table, au centre de la table, où, en fait, tout le monde va s'exprimer librement, poser des questions, répondre aux questions, parler des malaises. Bref, c'est vraiment de voir, je dirais, l'impact qu'on a l'impact qu'on voit dans les yeux, puis dans le rétablissement, puis dans le parcours de l'entourage. Exactement, oui. Je peux bien imaginer que ça soit satisfaisant, surtout dans le contexte que tu présentes où une famille arrive à tricoter avec cet enjeu et de voir comment ils arrivent à vivre ensemble aussi bien que possible. Hein. Parce que les besoins, on peut y répondre de façon variable, mais si chacun a sa réponse ou la satisfaction de ce besoin qui est réglé, eh bien, ça amène un mieux-être dans la famille, c'est sûr. Tu sais, Fabienne, quand il arrive, on a rencontré quelqu'un quelques fois, puis cette personne-là revient, puis qui me dit « Hey, tu sais ce que tu m'avais dit de faire, là? Je l'ai fait, puis ça a marché. Bien, ça fait juste en sorte qu'on a le goût de proposer d'autres techniques ou d'autres approches. Puis des fois, c'est pas des grands changements. Des fois, c'est des petites adaptations. Mais on est tellement dans le vouloir faire à la place d'eux. On est tellement dans, la personne a une maladie, donc j'y en demanderai pas trop. Alors que on est dans le meilleur des mondes, on est dans redonner la responsabilité, redonner l'autonomie, ce qui est complètement à l'inverse des autres maladies où on va faire, pour un certain temps, je vais le faire à ta place. Oui, c'est ça. On n'est pas là-dedans. Donc, c'est vraiment une culture, c'est une façon de penser, une approche qui est différente. Que chacun peut mobiliser son pouvoir d'agir et d'être pour travailler au mieux-être dans les circonstances. Reprendre son propre pouvoir sur sa propre vie. Et c'est spectaculaire de voir l'influence que ça a chez l'autre personne. C'est vraiment beau. Tout à fait. Je comprends que ça puisse être gratifiant à t'entendre parler. Allez, un autre coup de dé, Nathalie, sur ce sujet passionnant. Oh, une carte rouge, impact. Voilà le thème. Bon, je vais prendre la dernière. Voilà. Alors, Nathalie, quels projets spécifiques ont eu un impact significatif et mesurable? Donc, au niveau de votre association ou même au niveau de la société dans la région, par exemple, des choses que vous pouvez dire, ces projets-là ou ce projet-là a eu un impact significatif, mesurable dans le possible. Il faut que je réfléchisse rapidement. Là. Un impact positif. Significatif, oui, c'est ça, un projet. Des fois, c'est pas toujours facile à mesurer, mais on peut avoir des retours, des fois, même quelques mois plus tard, se dire j'aurais pas pensé que ça aurait pu se rendre jusqu'ici. Bien, je veux revenir sur en fait, c'est au niveau de la société, peut-être que les gens n'ont pas tellement eu connaissance. C'est une micro-société familiale, je dirais comme ça, dans le cadre d'une des sensibilisations jeunesse. Donc, il y a une adolescente qui assistait à cette sensibilisation-là, qui ne connaissait pas du tout le pas, et qui a parlé à son père, qui, lui, n'a pas de trouble de santé mentale, c'est sa mère, et qui, finalement, a dit « Hey, papa, je pense qu'il faudrait qu'on aille là, tout le monde, la famille. » Donc, finalement, le père est venu et on a pu enclencher le programme Famille Plus, qu'on appelle, où la personne atteinte est invitée aussi à participer. Fait que c'est une micro-société, mais pour vrai, parce que c'est une famille, là, mais ça a vraiment eu un bel impact. Ça a vraiment eu de beaux effets. Mais sinon, on le voit dès qu'on fait un événement grand public, que ce soit même au niveau d'aller rencontrer les équipes, par exemple, parce que nous, on reçoit beaucoup de références de la psychiatrie directement. Donc, vous collaborez avec le service de psychiatrie de l'hôpital? Bien, on a plusieurs partenaires, je dirais, mais la majorité de nos références viennent vraiment de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca au niveau de la psychiatrie. Ce sont des recommandations, parce que là encore, ils ne peuvent pas exiger d'une personne qui passe par leur service de se rendre chez vous. Ils peuvent donner l'information, mais ils ne peuvent pas lui dire tu es sommé de te rendre à l'association. Non, il n'y a pas d'obligation, non, naturellement. C'est ça. Il n'y a pas d'obligation, mais ça peut arriver à l'occasion qu'il y a un travailleur social, par exemple, qui va appeler avec le membre de l'entourage à côté de lui, ou quelqu'un qui va dire, est-ce qu'on pourrait accompagner pour une première rencontre le membre de l'entourage parce qu'il ne se sent pas à l'aise, on ferait une passation de dossier, je veux dire ça comme ça. C'est pas ce qui arrive le plus souvent, mais ça arrive quand même de façon assez... quand même, à l'occasion, je dirais. Donc, même d'aller, tu sais, si on parle au niveau société ou si on parle au niveau des intervenants,
Il y a beaucoup de roulement au niveau du personnel, donc, mais que ce soit des psychiatres, que ce soit des travailleurs sociaux, Oui. que ce soit des psychologues, que ce soit au niveau de différents services, même au niveau des policiers, bien, les services ne sont pas si connus que ça. Donc, à chaque fois qu'on va présenter les services, on a vraiment l'impression qu'on fait comme « Mon Dieu, comment ça se fait qu'on ne savait pas que vous existiez? » Là, maintenant, au niveau de la communauté, c'est beaucoup de travail, hein? Oui. Le marketing, se faire connaître, Oui. puis en même temps... Puis de répéter, parce que c'est jamais acquis. Bien évidemment, les gens changent, il y a des déménagements aussi, des gens qui arrivent, il y a des gens qui ne sont pas du tout confrontés à un problème de santé mentale et tout d'un coup, ça arrive dans leur vie. Donc, il y a beaucoup de répétitions. C'est redondant pour les personnes qui y travaillent parce que vous le connaissez, votre sujet. Mais pour les personnes qui sont là, ça peut être toujours une première fois. Les personnes qui viennent chez vous, c'est leur première fois. Ça a pris une première fois. Tout à fait. Puis on est des intervenants. On n'est pas des... On ne travaille pas dans les médias. Donc, heureusement qu'il y a une télévision communautaire des Bois-Francs qui nous donne, je dirais, qui nous offre l'opportunité de venir parler de nos services. Absolument. Mais de façon différente. Je trouve ça nourrissant, pour vrai, ce genre d'expérience-là. C'est très intéressant parce que quand tu donnes cet exemple où c'est arrivé par l'adolescent puis qui dit au papa, je pense que ce serait vraiment pertinent de venir là, eh bien, comment dire, c'est cette adolescente-là qui a porté le message dans sa famille. Puis quand on parle de société, oui, la première société dans laquelle on vit, c'est notre famille, c'est notre micro-société, mais c'est là que beaucoup de choses se passent et de penser que ça peut arriver par différentes portes finalement. Hein. Ça peut être autant un parent ou un ami ou un collègue qui en entend parler puis qui peut le suggérer. Oui, tout à fait. Donc, ça arrive souvent. Un collègue de travail qui m'a dit « Tu devrais aller à l'association Le Pas. » Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'on peut être des agents d'information. Multiplicateurs. Oui, exactement. On peut ne pas utiliser un service, mais là, je t'écoute et puis je peux plus ignorer tout ce que tu as dit au micro. Bien, les impacts, ils sont là. Ah oui, vraiment? Donc, aussitôt qu'on s'adresse, peu importe, comme je disais, que ce soit des professionnels, que ce soit plus au niveau de la population en général, que ce soit des enseignants, on le voit tout de suite, là. Les yeux font comme « Oh mon Dieu, vous allez jusque-là. » Parce que souvent, les gens ont l'idée préconçue qu'on n'offre que des groupes de soutien, alors qu'on a beaucoup plus de services que ça, en fait, qu'on a développé au fil des années pour justement répondre aux besoins qui sont évolutifs. Là. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre en 25 minutes. Le temps file, Nathalie, et voilà, le dé va rester tranquille jusqu'à la prochaine ou au prochain invité. Merci Nathalie beaucoup de nous avoir éclairé puis de nous présenter l'association Le Pas dont tu es la directrice. En tout cas, j'ai trouvé ça fort intéressant, surtout tous les programmes que j'aurais pas soupçonné, autant de programmes et qui s'adressent à tant de générations finalement, de tout âge là, quand même à partir de 5 ans. Et puis, quand on parle des émotions, ce serait bon pour tout le monde. Là, c'est pas juste parce qu'on c'est compose. toi qui le dis. Oui, définitivement, je le dis. La communication aussi. Merci beaucoup pour ta participation, Nathalie. Et puis, merci infiniment à vous, à toute l'équipe, pour cette belle invitation. Oui, ça nous fait très plaisir. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast Sortir de la boîte avec Nathalie Tremblay de l'association Le Pas. Je vous invite à visionner les autres invités de cette série de podcasts-là. En attendant, je vous dis à la prochaine.